Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'affaire Bétharam est à la une de l'actualité ces jours-ci. Plus de 200 anciens élèves de l'établissement catholique béarnais dénoncent des violences psychologiques, physiques ou sexuelles. Il y a d'autres affaires plus ou moins comparables en France, notamment celle de la communauté religieuse de Riaumont à Liévin dans le Pas-de-Calais. Entre les années 1960 et 2010, Riaumont a été successivement un centre d'accueil pour enfants placés, un pensionnat puis un collège. Le site a aussi organisé des camps scouts. Plusieurs enquêtes de justice sont en cours actuellement pour des soupçons de violences physiques ou sexuelles. Et le 6 mai, l'un des prêtres de Riaumont a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour consultation d'images pédopornographiques. Code Source fait le point sur cette affaire avec Christelle Brigodeau, journaliste au service police-justice du Parisien. Christelle Brigodeau, au début du mois de mars, vous êtes à Liévin, dans le Pas-de-Calais, pour le Parisien, devant la communauté religieuse de Riaumont. À quoi ça ressemble ? C'est un terrain boisé, assez vaste, il fait plusieurs hectares. Il est situé sur les hauteurs de la ville de Liévin, dans le bassin minier. Et à l'entrée, on voit un mur en pierre, on aperçoit beaucoup d'arbres et une sorte de château fort, de tourelle de château. C'est un bâtiment qui fait à peu près une hauteur de 3-4 étages. Et quand on veut entrer en voiture, il y a une allée qui monte vers les bâtiments principaux. Il est écrit Village de Riaumont et il y a une pancarte qui indique les horaires de la messe du dimanche pour les familles. Le 6 mai, l'un des membres de cette communauté a été condamné à 2 ans de prison avec sursis pour consultation d'images pédopornographiques. C'est la première fois qu'un membre de cette communauté est condamné par la justice française, alors que ça fait des décennies que des abus y sont signalés. Oui, quasiment depuis qu'elle existe, cette communauté religieuse traditionnaliste soulève des questions et au fur et à mesure des années, il y a eu plusieurs plaintes, plusieurs voix qui se sont élevées. En 2022, une journaliste indépendante qui s'appelle Ixchel Delaporte a consacré une enquête puis un documentaire sur ce qu'elle nomme l'enfer de Riaumont et plusieurs anciens pensionnaires décrivent des mauvais traitements, des violences physiques, psychologiques. Vous allez dans l'armée, vous prenez un bon gros taré et vous lui mettez une robe de bure, puis voilà, vous avez à peu près ce qu'il y a à Riaumont, quoi. C'est des vrais bourrins. Il était capable de vous en claquer une, de vous foutre des coups de ceinturon, des coups de pied, voilà, c'est la violence. On va vous casser, physiquement et intellectuellement. On est des soldats du Christ, et puis après, on est des soldats tout court. Et il y a également de fortes suspicions d'atteinte sexuelle sur un certain nombre d'enfants au cours des décennies. Donc quand on regarde l'histoire de Riaumont, on s'aperçoit que les suspicions de violence, de mauvais traitements, d'atteinte sexuelle ou d'agression courent en fait dès les années 60 jusqu'à une période très récente. Plusieurs enquêtes de justice sont en cours actuellement sur cette communauté du village de Riaumont. Oui, il y a 5 volets ouverts. L'un d'eux a été jugé récemment en première instance et 4 autres affaires sont toujours au stade de l'instruction. Concrètement, il y a toujours une communauté religieuse sur place à Riaumont ? Oui, ils sont une poignée à vivre encore sur place, dans ces lieux donc, qui sont relativement vastes, qu'on nomme le village de Riaumont, parce que c'est l'appellation du site qui est presque vide. Alors, vous allez nous raconter le procès du prêtre qui vient d'être condamné, Alain Hochmiller. Vous y avez assisté, mais d'abord, on va reprendre les éléments dans l'ordre chronologique, par souci de clarté. La communauté ouvre ses portes dans les années 1960. Au départ, pourquoi ? À quoi sert cette communauté ? La communauté est fondée par le prêtre Alain Revet, qui est un religieux traditionnaliste. Et la communauté qu'il fonde se base sur ses valeurs ultra-conservatrices. Elle accueille des enfants qui, au départ, étaient des enfants confiés par la justice, des enfants placés, puis des enfants de la DAS, puis des collégiens pensionnaires confiés à ces religieux par leur famille. Selon l'enquête de la journaliste Ixchel Delaporte, ce prêtre était aussi un admirateur
valeurs assumées du Troisième Reich et de l'Allemagne nazie, et la communauté qu'il fonde reprend, ne serait-ce que dans certains de ses rites ou de ses images, des choses qui rappellent les jeunesses hitlériennes, ne serait-ce que le costume, puisque les enfants sont en culottes de cuir par tout temps, donc avec les jambes nues, et dès cette période-là, et ça se poursuivra ensuite, on les voit régulièrement à Liévin se promener deux par deux, en marchant presque comme des militaires, avec des godillots, les jambes nues et ce short en cuir. Et il y a un premier signalement dès 1969, c'est ça ? Oui, en fait, en 1969, l'épouse d'un principal de collège où sont scolarisés les enfants du village de Riaumont sonne l'alerte à propos du mauvais état de santé de ces enfants. Parce que ces enfants donc dorment au village de Riaumont, ils y passent beaucoup de temps, mais ils sont scolarisés dans les établissements publics de la ville. Donc tout le monde les voit passer. Et d'après ce que raconte encore une fois Ixchel Delaporte dans son livre, et qu'elle a rapporté récemment devant une commission d'enquête parlementaire, cette alerte qui est donnée, elle sera tout simplement jetée à la poubelle par la justice. Et il y a d'autres signalements. Oui, on sait par exemple que Simone Veil, à l'époque, ministre de la Justice, a demandé la fermeture de Riaumont. Là, on est dans les années 80. Donc la situation de Riaumont, elle est connue, y compris à Paris. La justice cessera de confier des enfants à Riaumont en 1989. Mais pour autant, c'est pas la fin encore de cette communauté, puisqu'à chaque fois qu'elle subit comme ça une fermeture, elle se réinvente sous une autre forme. Et là, elle va devenir un collège privé qui va fonctionner sans la moindre autorisation, sans le moindre agrément pendant des années, jusqu'en 2012, où là, alors qu'ils sont déjà visés par des premières plaintes en justice, ils font une demande officielle pour avoir un statut et ils deviennent un établissement privé hors contrat d'association avec l'État. D'après plusieurs anciens élèves, les prêtres se montrent particulièrement violents. Christelle Brigodeau, vous avez eu accès à un réquisitoire du parquet de Béthune qui demande que 6 prêtres du monastère soient jugés pour des violences physiques devant le tribunal correctionnel. Et dans ce réquisitoire, il y a notamment le témoignage d'un homme que nous appellerons Hervé. Oui, et il raconte, comme beaucoup d'autres, que les violences à Riaumont étaient très fréquentes, habituelles, et il explique qu'il n'était pas rare qu'il rentre chez lui le week-end en permission, comme on disait, avec des cocards, des bleus, sans que personne ne s'en émeuve dans son entourage, parce que c'était considéré comme normal. Un autre plaignant, Claude, décrit des travaux épuisants effectués par lui et les autres enfants. Il raconte les travaux forcés auxquels sont soumis de nombreux enfants qui, en fait, se retrouvent à édifier eux-mêmes les murs qui ressemblent un peu à une prison pour eux. Ils doivent construire des bâtiments. Ils ont aussi des punitions physiques qui sont très fortes et violentes. Par exemple, quelqu'un qui va se faire trop remarquer en classe va devoir courir torse nu dehors, y compris en plein hiver, ou déplacer des cailloux des heures durant en pleine nuit. Les anciens pensionnaires de Riaumont auditionnés parlent des coups de latte de sommier qu'ils recevaient. Ils sont plusieurs à évoquer cet épisode-là, et l'un des religieux mis en cause confirmera qu'effectivement, il y avait une sorte de personnage qu'il avait inventé, qu'il appelait Madame la Latte. Et donc c'était une latte de sommier sur laquelle il avait ajouté des yeux, une bouche, comme pour faire un petit personnage. Lui, dans sa déposition, explique que c'était quasiment un jeu avec les enfants, pour maintenir l'ordre de façon sympathique. Vu du côté des auditions des anciens pensionnaires, on comprend autre chose, on comprend qu'une partie d'entre eux étaient terrifiés et craignaient de se prendre des coups, tout bêtement. Une autre pratique dénoncée par des anciens de Riaumont était baptisée le tugudu, et là ce sont les enfants entre eux qui faisaient le tugudu. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors il s'agit d'une sorte de rituel scout. Alors au moment où les auditions sont faites et les plaintes déposées, donc là on est entre les années 2010 et 2019, les anciens pensionnaires précisent que cette pratique-là n'était plus en vigueur à Riaumont, mais qu'elle l'était par le passé. C'est une sorte de tradition. Elle consiste, le jour de l'anniversaire d'un enfant, à l'immobiliser et à lui lâcher sur le ventre un pavé ou une pierre, le nombre de fois correspondant à son anniversaire. Christelle Brigodeau, en 2001, l'un des enfants internes de Riaumont s'est suicidé dans les locaux.
Il s'appelait Romain, il avait 14 ans, il a été retrouvé pendu au niveau du terrain de sport du village de Riaumont. Sa mort est intervenue à un moment où il y avait une enquête en cours à Riaumont sur des mauvais traitements, parce que Romain s'était ouvert de la situation à une partie de sa famille, à sa tante et son oncle, et sa tante avait saisi la justice ainsi que sa grand-mère. Donc cette enquête, elle était connue à Riaumont, mais Romain était resté dans les lieux alors que l'enquête était en cours, il subissait une pression énorme et il s'est suicidé peu de temps après l'ouverture de cette enquête. C'était en février dernier. Dans ce salon, en compagnie de sa grand-mère et de sa tante, Romain avait tiré la sonnette d'alarme. Décrivant la sévérité du règlement en vigueur au sein du village d'enfants de Riaumont, il s'était plaint des épreuves qu'il subissait au quotidien. La tante de Romain décide alors d'agir. Je lui ai demandé s'il pensait que, pour un garçon de 14 ans, il était traité comme il devait l'être, qu'on respectait sa dignité, qu'on le respectait tout simplement en tant que personne. Il m'a répondu que non. Et visiblement, sa mère soutenait les prêtres, c'est ça ? Oui, au lendemain de la mort de son fils, elle a pris la tête d'une sorte de comité de soutien du village de Riaumont pour expliquer que cette institution était le meilleur endroit où son fils aurait pu être, parce qu'il avait des problèmes, qu'il avait besoin d'un encadrement comme celui de Riaumont, et donc elle s'est mise complètement en défense des prêtres dont elle approuvait les méthodes. Mais une autre partie de la famille continue de dire que Romain s'est suicidé justement parce qu'il était malheureux et parce que ça n'allait pas à Riaumont. L'enquête à propos des causes de sa mort, cependant, a été classée sans suite. Christelle Brigodeau, le collège est contraint de fermer en 2019, mais la communauté va continuer à accueillir des enfants. Comme à son habitude, finalement, à travers son histoire depuis les années 60, la communauté va rebondir en accueillant des enfants autrement, et là, en l'occurrence, sous la forme de séjours scouts, des courts séjours. Il faut noter que le village de Riaumont est connu pour son activité scout depuis le départ. Le fondateur du village de Riaumont prônait le mouvement scout et a toujours organisé des camps scouts, notamment pendant les vacances. Donc là, sur la base du volontariat, de familles qui gravitent dans ces sphères traditionnalistes catholiques, il y a des enfants qui viennent pour quelques jours, des week-ends ou des petites vacances à Riaumont. Et ça a duré jusqu'à très récemment. Le préfet a pris un arrêté interdisant les séjours scouts à Riaumont seulement en janvier 2025, au motif qu'il y avait des enquêtes judiciaires en cours visant les prêtres et les religieux de Riaumont, et qu'on ne pouvait pas avoir des enfants en présence de personnes qui sont mises en examen pour des faits de violence, de viol ou agression sexuelle. 2 députés dirigent en ce moment une commission d'enquête sur les violences à l'école, plus précisément sur le contrôle par l'État des violences à l'école. Il s'agit de la macroniste Violette Spielbout et de l'insoumis Paul Vannier, et ils dénoncent, concernant Riaumont, une omerta. Effectivement, parce qu'ils constatent, comme l'ont fait d'autres avant eux, qu'il y a eu des alertes nombreuses concernant Riaumont et que ces alertes n'ont pas été suivies d'effet. Alors que l'institution était connue et l'est toujours à Liévin, que tout le monde connaissait le sort de ces enfants et pouvait suspecter des mauvais traitements, et pour autant rien n'a été fait. Donc ça suppose qu'au niveau des autorités locales, mais aussi des autorités de l'État, que ce soit l'éducation nationale, la DAS, le département, la région, tout le monde a soit fermé les yeux ou n'a pas voulu voir. Et tout récemment, les 2 députés ont fait une visite inopinée, impromptue à Riaumont, et ils ont constaté cette atmosphère très froide. Ils ont vu aussi que les lits étaient faits, qu'il y avait du gel douche dans les douches, donc ce qui aussi leur laisse craindre que peut-être il pourrait y avoir des enfants qui continuent de venir malgré l'absence d'autorisation. Christelle Brigodeau, on avait évoqué la communauté religieuse de Riaumont après la disparition du petit Émile en 2023 dans les Alpes de Haute-Provence, parce que son grand-père maternel, Philippe Vedovini, y avait travaillé. Quel rôle il avait joué à Riaumont ? Il a travaillé à Riaumont en tant qu'éducateur pendant des séjours scouts dans sa jeunesse. À l'époque, il avait moins de 30 ans. Il se destinait à ce moment-là à avoir une vocation dans les ordres. Finalement, il changera d'avis par la suite. Mais à Riaumont, d'après des auditions d'anciens pensionnaires, Philippe Vedovini était connu comme une personne parmi les plus violentes qui pouvait donc donner des coups, notamment des coups de pied ou des gifles aux enfants.
Christelle Brigodeau, on en vient au procès d'Alain Hochmiller le lundi 10 mars devant le tribunal judiciaire de Béthune. Alain Hochmiller est le père prieur de cette communauté, c'est-à-dire qu'il en est l'un des supérieurs. Est-ce qu'il y a des anciens pensionnaires de Riaumont dans la salle d'audience ? Oui, il y en a quelques-uns. C'est une sorte de petite délégation sur les bancs de la salle d'audience. On aperçoit la journaliste Echelle Delaporte qui, à travers son enquête, a un peu fédéré les voix qui se sont élevées à propos de Riaumont. Il y a également 2 anciens pensionnaires, mais aussi la tante et l'oncle du jeune Romain qui s'était suicidé à 14 ans en 2001, et aussi une ancienne professeure de collège de Liévin qui fait partie des lanceurs d'alerte, de ceux qui, dès les années 80, ont dit que ça n'allait pas, ce qui se passait là-bas, et tous attendent à ce moment-là, avec impatience, que la justice passe. Le père Alain Hochmiller, pourquoi est-ce qu'il est jugé précisément ? Il est jugé pour la détention et la consultation d'images pédopornographiques parce qu'on a retrouvé dans son ordinateur personnel, dans son bureau au village de Riaumont, des images, des liens et des traces de recherche Internet pour des images pédopornographiques, donc figurant des enfants, des garçons. Cette découverte a été faite par les enquêteurs à la faveur d'une perquisition qui était menée au village de Riaumont dans le cadre d'une autre affaire qui concerne des faits de violence commis notamment par le père Hochmiller, et cette affaire concernant les violences est encore en cours. Un religieux en robe devant la justice. Les enquêteurs ont découvert dans l'ordinateur du père Alain 2000 fichiers pornographiques, dont certains mettant en scène des mineurs. Alain Hochmiller a 61 ans. À quoi est-ce qu'il ressemble quand il arrive au palais de justice de Béthune ? Alors, on le remarque tout de suite parce qu'il a l'habit caractéristique des religieux de Riaumont, c'est-à-dire une sorte de robe de bure avec une capuche, ceinturée d'une ceinture en cuir foncé. Il porte là non pas des Rangers dont il y a beaucoup question dans les auditions, mais des chaussures noires. Il a les cheveux grisonnants coupés courts, un peu à la militaire, et il se tient à la barre un peu comme un soldat sur le qui-vive. Il se comporte comment pendant son procès ? Alors, il a l'air très sûr de lui, il veut répondre à tout. Il montre presque une forme de mépris, je dirais, pour les magistrats qui se tiennent face à lui, et notamment pour le ministère public, donc la procureure qui lui adresse beaucoup de questions. On sent quelqu'un qui est très sûr de lui, très sûr d'être dans le vrai, comme si tous les autres et toutes les accusations qui pesaient contre lui étaient, elles, dans le faux. Et il a réponse à tout. Oui, il explique par exemple que les fichiers qui ont été retrouvés sur son ordinateur sont en fait le reliquat de recherches à visée pédagogique qu'il avait fait sur Internet parce qu'il fallait qu'il se mette à la page quelque part par rapport aux enfants qui étaient hébergés à Riaumont. Il explique qu'en tant qu'éducateur, il devait savoir ce que la jeunesse voyait, il devait finalement comprendre l'état de corruption du monde qui l'entourait pour pouvoir mieux y répondre. Donc il prétend qu'il s'agissait là d'un travail pour s'informer, mais la présidente du tribunal lui fait remarquer qu'il a fait ce travail aussi la nuit. Oui, la nuit et puis durant de longues années, parce que la prévention va de 2012 à 2017. Et d'ailleurs, elle lui dit un peu sur le ton de la blague, avec toute cette documentation que vous auriez pu faire une thèse. Il répond qu'il travaille tard et beaucoup. Évidemment, l'argument pédagogique a un peu de mal à tenir. En tout cas, dans la salle d'audience, peu de gens semblent y croire. Que dit son avocat pour le défendre ? Il soutient cette thèse de la visée pédagogique de ses recherches. Il soutient aussi qu'un certain nombre de fichiers se sont téléchargés tout seuls, disons sans que le prêtre en ait eu vraiment connaissance ou qu'il ait eu la volonté de le faire. En fait, il conteste que les fichiers aient été stockés, conservés sur l'ordinateur. À la fin du procès, la procureure a demandé une peine de 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Et, on le disait au début de ce podcast, le 6 mai, le père Alain Hochmiller a été condamné à 2 ans de prison avec sursis et à une interdiction d'exercer auprès d'enfants pendant 5 ans. Il a annoncé son intention de faire appel. Christelle Brigodeau, entre le procès et l'annonce du jugement, une nouvelle plainte a été déposée contre des religieux de Riaumont. Information de nos confrères du Canard enchaîné. Une plainte qui vise notamment le père Alain Hochmiller. Oui, cette plainte est la 5e à arriver concernant le village de Riaumont. Et dans ces plaintes, on retrouve toujours les mêmes noms, parce que les religieux et laïcs qui gravitent dans cet environnement sont peu nombreux. Le père Hochmiller apparaît dans plusieurs de ces procédures. Une fois, par exemple, pour non-dénonciation de crime concernant une suspicion de viol entre 2 enfants. Et dans cette plainte révélée par le Canard enchaîné, il est question de sa part de violence physique et d'agression sexuelle. Que dit
le plaignant que nous appellerons Arthur ? Il explique que lors d'un stage d'horticulture, il s'est retrouvé dans un local avec le père Alain, donc Alain Hochmiller, et que ce dernier lui a touché les fesses, les parties intimes. Il lui a intimé de ne rien dire avec ces mots « Tu ne dis rien, sinon je te tue », selon les propos rapportés par nos confrères du Canard enchaîné. Christelle Brigodeau, on n'a pas fini de parler de l'affaire de Riaumont ? Non, déjà parce que le tout premier volet qui a été jugé récemment repassera peut-être devant la barre d'un tribunal si effectivement il y a appel. Et puis, il y a d'autres procédures en cours, dont très probablement d'autres procès. Qui sait, peut-être de nouvelles plaintes, car on est dans un contexte où la parole se libère à l'échelle nationale, à Riaumont, à Bétharram et ailleurs, et on voit que dans ce mouvement, des personnes qui se sont tues pendant des décennies, maintenant, osent parler. Merci Christelle Brigodeau, et je renvoie vers le documentaire dont on parlait, Les enfants martyrs de Riaumont. On en a entendu un extrait, documentaire co-réalisé par Ixchel Delaporte et Rémi Bénichou et qui est disponible gratuitement sur arte.tv. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Grossis, Pénélope Gualquierotti, Clémentine Spiller et Oriane Gendreau, réalisé par Julien Moncouquiol. N'oubliez pas Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux grandes affaires criminelles, avec un nouvel épisode chaque samedi.